Au cadre du studio Maman Nguébi, nous demandons aux membres du gouvernement prévus pour ce jour de faire leur entrée afin de nous rejoindre sur ce plateau. Monsieur le ministre. Bienvenue. Bienvenue, monsieur le ministre. Madame. Monsieur le ministre. Alors, avec Sandra Nyangitabu, la présentation des deux membres du gouvernement qui sont avec nous sur ce plateau. Oui, Blaise Bokokia Sandra et cet exercice de redevabilité de l'an 1 du gouvernement Souminois 2, nous avons le plaisir de recevoir le ministre d'État, ministre en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, madame Gracieni Coutinho. Bonsoir, madame. Bonsoir. Avec vous, nous allons revenir sur une année d'action, mais surtout essayer de répondre à 3 questions fondamentales. Qu'avez-vous fait? Quel a été l'impact de vos actions? Quelles sont les perspectives pour la suite? Alors, madame la ministre, monsieur le ministre d'État, cet exercice se veut d'abord pédagogique. Alors, nous allons vous demander précieusement de privilégier les mots simples, plutôt des chiffres et des exemples concrets. Parce que la redevabilité exige la clarté. Les citoyens qui vous regardent doivent pouvoir comprendre ce qui a été fait, pour qui, avec quel résultat est-ce qu'il reste à accomplir. Et à chaque fois qu'il y aura un terme technique ou administratif, souffrez que nous revenons pour que vous nous dites ça en des termes clairs. Mais avant tout, Blaise Bokokia Sandra, avant d'entrer dans les vifs du sujet, une question simple, madame la ministre, je commence par vous en 1 minute. Quel regard portez-vous sur cette première année d'action au sein du gouvernement Souminois 2? Quel est, selon vous, votre principal motif de satisfaction? Merci beaucoup pour la question, maman Sandra. 1 an, ça passe vite. Et nous poursuivons encore pour essayer d'emmener encore plus de résultats. C'était pas facile. Dans un esprit de continuité, nous avons essayé de continuer à bâtir sur ce que nos prédécesseurs ont eu à poser comme fondation. Mais je crois qu'il nous reste encore un long parcours devant nous. Monsieur le ministre d'État, même exercice pour vous, en 1 minute, le bilan que vous faites de votre première année au gouvernement Souminois 2. Bon, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup d'action et la détermination de tous les membres du gouvernement, dans tous les secteurs, bien entendu, chacun à son niveau, a la volonté de produire les résultats pour réaliser les objectifs lui assignés. Et dans notre ministère, nous avons essayé justement d'animer ces feux-là et de donner à ces ministères-là son vrai contenu qu'ils devraient toujours avoir. Voilà, si je peux parler comme ça. Madame la ministre de la Jeunesse, c'est vous qui allez ouvrir le bal. Face aux immenses défis de la jeunesse congolaise, quelles sont 2 ou 3, 4 actions majeures et concrètes que vous avez accomplies cette année? Merci beaucoup. Dès notre arrivée à la tête du ministère de la Jeunesse, nous avons eu un objectif. L'objectif est d'apporter des réponses concrètes aux difficultés des jeunes. Nous avons mis en place le village des opportunités. Le ministère de la Jeunesse est présenté comme étant un pont entre les jeunes et les opportunités. Dans le village des opportunités, vous retrouverez notamment des centres de formation, des financements. Les jeunes ont été financés par le FSPEJ, qui est une structure sous notre tutelle. Nous avons eu à le faire à Kinshasa, mais cette année à Lubumbashi. Vous retrouverez aussi des partenaires, des entreprises, des institutions. Vous savez, le réel problème, maman Sandra, papa Blaise, c'est que la jeunesse congolaise est compétente, intelligente, et la jeunesse veut réussir. Mais quelquefois, nous ne savons pas à quelle porte frapper, où nous pouvons nous tourner. Et un espace comme le village des opportunités donne cette facilitation-là. Le ministère nous emmène vers les entreprises qui peuvent nous aider à avoir certaines opportunités, avoir certains avantages, saisir des stages
ou même des financements. Et le ministère a mis en place cet espace vraiment pour aider la jeunesse congolaise à pouvoir obtenir plusieurs opportunités. Et nous comptons déjà l'année passée avec Kinshasa, plus de 30 jeunes ont reçu des financements. Nous avons plus de 1000 jeunes qui ont reçu des stages et même certains qui sont allés dans ces stages-là ont pu décrocher de l'emploi derrière. Nous avons plus de 2000 jeunes qui ont reçu des formations. D'ailleurs, je tiens encore à remercier le ministre de la formation professionnelle qui nous a accompagnés avec sa structure INPP, qui a donné des formations aux jeunes lors du village des opportunités. Mais non seulement le village des opportunités, nous avons mis en place un vaste programme de formation au métier du numérique, Cisco et Cibation avec qui nous sommes en partenariat. Et cette formation-là qui a pour objectif de former 250 000 jeunes au métier du numérique. Nous avons eu une première phase qui a eu plein de succès, où nous avons eu d'abord la première phase de la formation des formateurs. Nous avons formé 121 jeunes à devenir des formateurs pour former, eux, la grande masse, excusez-moi, des 250 000 jeunes. Mais ce qui est beau dans ça, c'est que les 121 formateurs qui sont devenus des formateurs certifiés Cisco ont eu de l'emploi auprès de Cibation parce qu'ils seront rémunérés pour faire ce grand travail. Et je vous assure que la représentation de chacune de nos provinces a été respectée. Vous posez sûrement la question, les 121 formateurs viennent d'où? Ils sont passés par des tests, ils ont passé des examens, il y avait plusieurs formateurs, il y avait plusieurs jeunes qui ont eu à postuler pour devenir des formateurs, mais ceux qui ont réussi leur test, c'est eux qui ont été certifiés formateurs. Nous avons mis aussi en place la carte Avantage Jeune qui sera opérationnelle en fin d'année ici. Et la carte Avantage Jeune, ce que j'aime avec la carte Avantage Jeune, elle vient alléger le quotidien des jeunes. Les jeunes vont obtenir des réductions sur plusieurs domaines essentiels, comme le domaine du transport, la santé, les loisirs et plein d'autres domaines. L'objectif, c'est que la jeunesse congolaise puisse être épanouie dans leur propre pays. Et nous sommes accompagnés de plusieurs partenaires et plusieurs ministères qui nous accompagnent. Mais le ministère de la Jeunesse ne s'est pas seulement tourné auprès d'une seule catégorie. Nous sommes aussi allés auprès d'une autre catégorie qui sont les jeunes en conflit avec la loi, qui sont souvent marginalisés. Nous nous sommes tournés aussi aux jeunes délinquants, aux jeunes qui sont dans la rue, que nous appelons les Chégués, les Koulouna. Et nous avons mis en place les centres de réinsertion. Les centres de réinsertion, surtout 5 centres pilotes qui verront le jour en début d'année 2027. Nous aurons un centre à Kinshasa dans la capitale, à Mbujimayi, Kalemi, Lumbashi et Congo central. Ce sera les 5 centres pilotes. Et dans ces centres de réinsertion, vous trouverez notamment des formations. Les jeunes qui seront là seront formés. Vous trouverez notamment un accompagnement psychosocial. Les jeunes vont être accompagnés. On va les aider à être réinsérés dans la société. Parce que j'estime qu'une erreur ne peut pas qualifier la destinée de quelqu'un ou l'avenir de quelqu'un. Mais que toute personne dans son pays, ou même dans le monde, a le droit à une deuxième chance. Donc nous appelons ça un peu comme la maison de la deuxième chance. Nous sommes accompagnés par le ministère de la Justice, que je remercie et que je salue d'ailleurs. Dernièrement, il y a quelques mois, nous avons visité à la prison de Makala les premiers jeunes qui seront bénéficiaires de ces centres de réinsertion. Donc, jusqu'à là, et encore, il y a plusieurs autres choses, mais ça, je risque de bouffer sur le temps de mon collègue. Je voudrais juste vous poser une question, madame. Vous aviez énuméré quelques centres sur ce plateau, mais vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, c'est une surface, ce n'est pas un point. Mais alors, qu'en est-il des autres villes ou des autres provinces qui ne sont pas encore concernées? Bien sûr, comme je l'ai dit si bien, ce sont des centres pilotes. Ça veut dire que c'est eux qui vont commencer. Mais l'objectif et notre perspective, c'est qu'en 2027, et même dans les 2 ans qui viennent, que nous puissions avoir des centres de réinsertion dans chacune de nos provinces. Je veux plutôt aborder, mais dans le sens de l'autre formation, parce que vous avez parlé de 250 jeunes formés. Là, vous parlez de Kinshasa ou dans les 26 provinces? Dans les 26 provinces, Madame Sandra.
ça fait un total de 250 dans les 26 provinces. Alors, nous avons les 121 formateurs. Comme je vous ai dit, nous avons veillé à la représentation. Ça veut dire que tous ces formateurs ne viennent pas uniquement de la capitale. Ils viennent de Mbujimayi, ils viennent du Congo central, ils viennent de Kalemi, ils viennent du Bawele, et même, il y en a même, pour vous choquer, viennent de Goma. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ces formateurs-là pourront maintenant aller dans leurs provinces respectives afin de donner ces cours, et c'est eux qui vont former la masse. J'ai oublié de préciser une chose, nous avons un partenaire qui nous a aussi suivis dans la formation au métier du numérique, qui est RTL. RTL joue un rôle important. Nous sommes à l'ère du numérique. RTL offre 5 ans de connexion gratuite, non seulement aux 250 000 jeunes, mais aussi à ces formateurs-là. Pourquoi ? 250 000 jeunes, pourquoi ? Pour que ces jeunes ne trouvent pas des raisons à dire qu'ils ne peuvent pas suivre leurs cours. Qu'ils soient à Goma, ils peuvent suivre en ligne. Qu'ils soient à Beni, ils pourront suivre en ligne. Qu'ils soient à Mbujimayi et que leur formateur n'est pas capable d'arriver de suite, ils pourront suivre leurs cours, mais aussi que les formateurs qui seront embauchés, employés, salariés chez Cisco et Cibation ne puissent pas dire nous n'avons pas assez de mégas pour ne pas donner notre cours, par exemple, de là où nous nous trouvons. Donc, ces 250 000 jeunes, ça, c'est le minimum que nous voulons atteindre, mais nous avons un objectif d'atteindre plus de jeunes. La ministre de la Jeunesse et aussi ministre de l'Éveil patriotique, nous n'allons pas nous attarder sur la jeunesse, aussi longtemps qu'il y a aussi l'éveil patriotique. Madame la ministre, quand vous parlez d'éveil patriotique, quelle jeunesse voulez-vous construire? Une jeunesse qui aime son pays, certes, mais comment transférez-vous cet amour du pays en comportement, c'est-à-dire civisme, travail, l'amour de la patrie, le respect de bien d'autrui, cette considération-là, le patriotisme surtout de notre jeunesse. Comment est-ce que vous faites? Alors, l'une des actions que le ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, comme vous l'avez bien dit, c'est que nous avons eu à sensibiliser, à faire une sensibilisation. Nous avons une cellule au sein du ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique. On a eu à mettre une ligne où nous nous sommes rendus dans plusieurs universités, mais aussi dans plusieurs écoles pour parler avec les élèves, échanger avec eux, leur sensibiliser sur le patriotisme et le civisme. Parce que vous savez, j'aime une chose dans l'hymne national. Il y a un moment donné, on dit dans l'hymne, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. À chaque fois que nous chantons cette partie, à chaque fois que je chante cette partie, j'ai des frissons. Parce que lorsqu'on dit assurer sa grandeur, on n'assure pas la grandeur de notre pays simplement par ses richesses. Je m'explique. Pas seulement avec nos minéraux, mais aussi avec son peuple. Un peuple conscient de l'avenir. Un peuple conscient que lorsque je me dis patriote, ce n'est pas un slogan, mais ça doit être une réalité. Lorsque je suis un patriote et je suis un véritable citoyen, je protège mon pays. J'investis dans mon pays. Je contribue au développement de mon pays. Je protège les biens publics. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement lorsque les Léopards avaient perdu le match face au Sénégal, si je ne me trompe pas. Ce qui s'est passé au stade de Martyrs était une honte. On ne peut pas casser les biens qui nous aident à vivre un moment de joie, qui nous aident à vivre un moment de paix. C'est-à-dire que les actions que les jeunes ont posées ce jour-là n'étaient pas l'image que la véritable jeunesse devait montrer. Et ça, la sensibilisation au patriotisme et au civisme nous emmène à dire à la jeunesse congolaise, lorsqu'on aime son pays, on la protège. Lorsqu'on protège son pays, on protège les biens publics. Lorsqu'on protège les biens publics, on a une réflexion dans ce pays où, lorsque quelqu'un veut bien faire les choses, mais non, ce n'est pas une question. Il faut que le langage puisse changer. Et le ministère de la Jeunesse et l'Éveil patriotique est là afin de sensibiliser par rapport à ça.
afin de faire prendre conscience aux jeunes que mboka o ezaka ka mboka o tozanango soto baby siango soto lingi mboka o teto linga mboka nini parce que ezaka mboka na biso. Et nous sommes là et nous continuons plusieurs choses. La cellule d'éveil patriotique a eu déjà, même avant moi, avec ma prédécesseur, a eu à faire plusieurs actions par rapport à l'éveil patriotique, juste pour éveiller les consciences et faire en sorte que la nouvelle génération qui vient soit véritablement des patriotes. Très bien. Alors, Madame le ministre, concrètement, quels sont vos chantiers prioritaires? Pour cette année? Oui. Alors, comme je vous ai dit, nous avons déjà mis plusieurs programmes en place et nous nous battons vraiment pour dupliquer ces programmes dans les provinces, notamment, je parle du village des opportunités, je parle de la formation Cisco et Cibation, qui doit rentrer dans la deuxième phase, qui est la formation de la grande masse, la carte avantage jeune, qui doit être opérationnelle en fin d'année afin que la jeunesse congolaise de 15 à 35 ans puisse avoir accès à cette carte, les centres de réinsertion. Donc ce sont vraiment nos priorités. Vous savez, nous ne voulons pas, pour cette nouvelle année que nous entamons, encore placer et faire des programmes. Non. Nous voulons bâtir sur les programmes que nous avons déjà lancés. Parce que la véritable réussite n'est pas de lancer un programme, mais que les programmes lancés puissent avoir un impact réel sur la vie de nos jeunes. Qu'ils puissent sentir que non, ça a vraiment eu un impact. La vraie joie est qu'un jeune dise et témoigne, je suis venu au village des opportunités, j'ai eu mon financement. C'est ça la vraie réussite. Lorsque un jeune dit, j'ai eu cette formation de Cisco et Cibation, aujourd'hui je peux l'appliquer dans le milieu du travail. Ça serait ça la vraie réussite. Lorsque ce que nous avons placé comme programme commence à avoir des impacts réels dans le quotidien de nos jeunes. Très bien, nous allons vous retrouver tout au long de cette émission. Question de prendre aussi le ministre d'État, Marc Ekila. Monsieur le ministre, la formation professionnelle a été longtemps sous tutelle du ministère de l'EPST. Vous êtes arrivé à la tête de ce ministère qui est autonome il y a de cela 10 ans, je crois. Quel contenu avez-vous donné à ce ministère pour faire parler de lui aujourd'hui? Bon, écoutez, d'abord, merci pour la question. Moi, je suis parti du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Son tout premier discours sur l'état de la nation, il y a un paragraphe qui m'a interpellé lorsque j'accédais à la tête de ce ministère. Je ne vais pas faire le mot à mot, mais l'idée, le chef disait que dans notre pays, l'éthique du travail, on l'a perdue et que la main-d'œuvre n'est plus qualifiée et qu'il y a des problèmes de compétences dans notre pays. Et que pour cela, et ça, je fais le mot à mot, à cette partie, j'ai fait le mot à mot, il a dit, c'est pour cette raison-là que j'ai dédié à la formation professionnelle un ministère à part entière. Et il a ajouté, avec comme objectif de multiplier les centres de formation. Je vais dire, c'est la clé d'entrée dans ces ministères-là. Et quand j'arrive, vous l'avez déjà dit, vous avez fait le diagnostic, c'est un ministère qui, jusque-là, évoluait un peu à l'ombre de l'EPSP, dont il était d'ailleurs l'émanation pour répondre à des questions spécifiques. Et partant de cela, nous avons posé la problématique. La problématique, c'est simple, développer le capital humain. Pourquoi? Quand je dis le capital humain, c'est les compétences en main-d'œuvre. Et pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, je crois que la chanson, nous commençons à nous battre pour que nous n'ayons plus cette rengaine-là. Dans le milieu professionnel aujourd'hui, dans le milieu des employeurs, on dit toujours la main-d'œuvre congolaise n'est pas qualifiée. Si on ne dit pas ça, on dit qu'il y a inadéquation entre l'emploi et la formation. Et c'était là aussi les segments qui nous ont permis de faire cet état des lieux. Et pour y arriver vite, il fallait d'abord construire les outils, donner les outils à ces ministères-là pour avoir son contenu du ministère de la formation professionnelle. J'aime toujours dire que l'ordonnance qui me nomme fait de moi ministre de la formation professionnelle tout court. J'aime toujours dire ça. Donc il faut professionnaliser le métier. Et comment professionnaliser le métier? Eh bien, il faut donner les outils. Et rapidement, comme nous sommes dans l'an 1 de Souminade, rapidement, nous avons doté notre pays, pour la première fois, depuis l'existence du ministère, d'un document de politique nationale de formation professionnelle qui s'étend sur 10 ans.
C'est-à-dire quand vous entrez dedans, vous trouvez les 4 segments qui vont faire qu'aujourd'hui nous rentrions dans l'univers de la formation professionnelle. Nous avons pensé pour canaliser, comme aime toujours le dire le chef de l'État et la Première ministre, nous devons avoir une main-d'œuvre qui répond aux défis économiques et aux défis du développement de notre pays. Et j'aime toujours illustrer cela en disant que dans notre pays aujourd'hui, le chef de l'État a lancé beaucoup de projets. Je vais dire à titre d'illustration, vous connaissez les cas du corridor de Lobito, les cas du projet de développement à Grand Inga, le cas d'extension des villes de Kinshasa, pour ne citer que cela et tant d'autres et de grands projets de construction. Mais qui va construire là-bas? Et l'interpellation est partie aussi du fait, vous savez que dans notre pays, le pays parmi les plus grandes richesses, c'est le minerai. Mais quand vous allez aujourd'hui dans le monde de l'emploi, vous regardez là-bas qui y travaille. Ce sont des expatriés. C'est ces tableaux-là qui nous a permis de doter le pays, de donner un contenu en matière de formation professionnelle au pays. Nous avons produit, disais-je, les documents de la politique nationale de formation professionnelle. Nous avons ce que moi j'appelle les 145 territoires de la formation professionnelle. Dans la formation professionnelle, vous parlez aussi de 145 territoires? Oui, territoires. je parle de 145 territoires de la formation professionnelle. Je m'explique. Ouais, c'est-à-dire que nous avons produit un document, une sorte de répertoire, d'annuaire, si vous voulez, qui répertorie tous les métiers qui doivent être développés dans les 145 territoires. Ça veut dire dans chaque territoire, s'il y a besoin de développement, quelles sont les compétences dont on a besoin, juste pour faire face à cela et que le jeune puisse un peu rester sur place. Et vous allez me dire, mais comment y arriver? J'anticipe. Cela appelle une grande politique de construction des centres de l'État. Nonobstant l'existence des centres de privés, des particuliers qui sont des partenaires du ministère, il s'est imposé une nécessité que l'État puisse disposer de ses propres centres et nous avons lancé ces programmes de construction des centres à travers toute la République. Le président l'a repris dans son discours sur le 30 juin de cette année sur le lancement du programme Debout Jeunes Congolais pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Il y en a combien aujourd'hui? Pardon? Les centres, il y en a combien aujourd'hui? Les centres, nous avons déjà commencé à construire. Si vous allez à Kinshasa ici, répondant à une instruction spécifique du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voulait que, vous savez, le pays fait face à l'agression, il voulait qu'il y ait un encadrement spécifique pour les enfants, les dépendants des militaires. Et là, nous venons de terminer un centre là au niveau de Kamobutu ici. Vous pouvez passer à tout moment. Vous allez voir un beau bâtiment qui est là-bas, qui sera dédié essentiellement aux formations de dépendants des militaires, policiers et militaires. À Kinshasa, ici, toujours vers Mombele, l'ITA Mombele, le rond-point EZO, il y a un joli centre qui est sorti là-bas. Là, ce sera un centre moderne, un des rares centres modernes que ce pays n'ait jamais connu auparavant. Nous allons mettre toutes les filières innovantes, il y en a plusieurs, les filières innovantes qui vont correspondre pour permettre aux jeunes, n'est-ce pas, d'apprendre et le métier et directement de s'autosuffire à eux-mêmes. Nous avons d'autres centres qui font, on pourra revenir tout à l'heure, mais je voulais revenir sur les outils, si vous permettez. Nous avons appris par rapport aussi à tous les projets structurants de notre pays. Nous avons produit également l'annuaire qui identifie tout le métier qui doivent accompagner ce métier. Mais le plus grand défi, pour moi, c'est dans le secteur des mines, où nous n'avons pas la main-d'œuvre congolaise. Nous avons les Sud-Africains, les Zimbabwéens, les Éthiopiens, qui viennent travailler dans presque tous les pays du monde, mais nous avons travaillé d'arrache-pied, et l'occasion pour moi de remercier une entité territoriale décentralisée dans la commune, dans la province de Lualaba, la commune de Dilala, avec qui nous avons travaillé en synergie pour inaugurer le premier centre public de l'État moderne, je ne sais pas si on aura les images, pour former les jeunes Congolais à des métiers de mine. Et puis il y a d'autres programmes qui suivent. Et nous avons décidé, à notre arrivée, nous avons trouvé beaucoup de centres de très très bonne qualité qui ont même une autorité internationale, mais qui étaient détachés du ministère. Et nous avons fait un effort pour les rapprocher du ministère et même, je vais même vous surprendre en vous disant qu'aujourd'hui, il y a des centres de formation des sociétés minières qui bénéficient de l'agrément du ministère aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui en mesure de suivre ce qui se passe là-bas parce qu'ils doivent nous rendre compte et puis échanger les données. Donc parmi ces centres-là, il y a déjà 3 sociétés qui sont, je peux les citer parce que ce que j'ai dit est vrai. Il y a le centre de formation de Teke Funguru-Mer, société minière, grande société minière. Il y a le centre de formation de Metalcol, grande société minière, et puis tant d'autres. Et puis, dans les registres de construction en Bujima, on est en train de construire avec le partenaire Enabel, avec qui on a construit ici à Kinshasa le centre de Mombele.
Et puis il y a ce vaste programme-là qui est déployé, tel que l'a présenté par le président de la République, c'est-à-dire dans chaque province, il faut un grand, ce que moi j'appelle institut de formation professionnelle moderne par province, donc ça fera 26. Et puis dans chaque territoire, des grands centres d'apprentissage de métiers, en raison du travail. Voilà, ça rentre dans le cadre du programme présidentiel qui a été lancé par le chef de l'État. Eh bien, c'est la grande participation du programme du ministère de la Formation professionnelle. Monsieur le ministre auditeur, vous formez des jeunes à des métiers. Maintenant, il y a un parent qui vous regarde en ce moment-ci, qui dit, oui, vous avez formé mon enfant, et que devient-il après la formation? J'explique ma question. Est-ce que dans votre ministère, avez-vous un système de suivi de 6 mois après ou une année après que vous ayez formé un jeune, vous le suivez dans cette formation ou vous le laissez, vous avez formé, oui, c'est votre mission, former les jeunes et puis vous le laissez à eux-mêmes, ou il y a un système qui suit tout ça? Écoutez, dans la formation professionnelle, c'est une grande forêt, hein, c'est une grande forêt, mais je prends l'aspect insertion et l'aspect réinsertion. Je voulais commencer par l'aspect réinsertion pour revenir un peu à la suite de la question de M. Blaise et la lier à la vôtre. C'est-à-dire que nous avons voulu tenter une expérience dans notre pays. Comment on pourrait, dans notre pays, tant bien que mal, former gratuitement les jeunes. On a tenté une expérience. Et l'expérience, comme je le disais, nous avons tenté non seulement avec les dépendants du militaire, mais aussi nous avons organisé à la suite de notre action gouvernementale, nous avons eu à enregistrer à un moment plus de 15 000 jeunes qui se sont enregistrés gratuitement pour se faire former gratuitement. Et je vous assure, à l'issue de cette émission, je peux vous donner les registres et vous pouvez suivre chacun avec son numéro, avec le centre, un peu à ce que disait tout à l'heure ma collègue de la jeunesse. Mais nous avons fait cette expérience-là et nous avons initié le jeune. Mais l'expérience, elle a été, quand j'ai dit l'expérience, c'est-à-dire qu'ils ont été formés 5 mois, 6 mois, mais ce que je vais vous annoncer, dans le cadre de cette expérience-là, comme disait tout à l'heure Bokokia, eh bien, il fallait donner du contenu à ce ministère-là. Nous avons poussé un peu plus loin, parce que nous, la formation professionnelle, j'aime toujours dire simplement, vous avez interdit les mots compliqués. Donc, j'aime toujours dire simplement, vous allez l'expliquer si vous c'est l'antichambre de l'employabilité. Donc, on ne peut pas prétendre avoir de l'emploi quand on n'a pas une certaine compétence certifiée, n'est-ce pas? Moi, je dis que c'est l'emploi. Nous avons l'obligation de mettre à la disposition du monde de l'emploi des personnes formées. Mais l'expérience que nous avons eue, dans le cadre toujours des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de former gratuitement les jeunes, moi, il y a une couche particulière qui m'intéresse. C'est la couche des dépendants des militaires, j'en parlerai souvent. Nous avons formé plus de 7000. Pourquoi cette préférence? Pourquoi cette préférence? Mais nous devons encourager les militaires qui sont au front pour défendre, et les policiers pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Donc je crois qu'ils ont besoin de cet appui-là. Et nous, ministère de la formation professionnelle, en exécution, bien entendu, des exécutions du chef, nous avons tenté cette expérience-là. Je vous dis, on en a formé plus de 7000 à travers la République. Mais les cas de Kinshasa, je ne sais pas s'ils peuvent être là, les cas de Kinshasa, non seulement qu'on a formé, on les a placés dans des sociétés où ils ont signé des contrats d'emploi. Vous pouvez vérifier ce que j'ai dit. Ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai toujours. Nous avons formé beaucoup de jeunes dans l'entrepreneuriat, non seulement formés, parce que nous avons un centre, en attendant l'inauguration du centre qui est à Montbéliard là, mais le centre fonctionne déjà, comme on dit, en soft, c'est-à-dire en attendant sa construction, il fonctionne dans un autre bâtiment, et nous avons accompagné plus de 800, à peu près dans la logique. Mais là, ça aboutit justement à la création. C'est le nouveau modèle, c'est le nouveau paradigme de la formation pour ça dans le cadre de l'insertion, de l'accompagnement. Mais nous avons aussi l'aspect de l'employabilité. Il faut préparer la main-d'œuvre. Préparer la main-d'œuvre à Kinshasa, je vais vous faire rire, pas vous faire rire, je vous donne une information. Chaque fois à Kinshasa, nous au ministère, nous sommes réunis. Chaque fois on dit la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, la main-d'œuvre n'est pas compétente. Mais le même qui disent cela, chaque fois qu'ils arrivent par exemple à gagner un marché de construction de bâtiments, mais ils recourent à cette même main-d'œuvre-là. Nous avons dit, mais finalement, en République démocratique du Congo, le problème, ce n'est pas l'absence de compétences, parce qu'on recourt à cette main-d'œuvre-là. Donc le problème, c'est la certification de ces compétences. Je m'explique. Il ne suffit pas qu'on dise que Sandra, on engage, on dit Sandra, journaliste, eh bien, on te prend. Non. Il faut démontrer que nous avons fait l'IFACI, que nous avons obtenu nos titres, nous sommes passés par exemple à la RTNC avec votre attestation de service. Mais nous avons compris que
Les employeurs, en opposant ce que moi j'appelle une fin de non-recevoir, à nos jeunes, n'avaient presque pas tort parce qu'il faut qu'il y ait un critérium. Et nous, au niveau du ministère, nous avons voulu donner une réponse à cette problématique. Et la problématique aujourd'hui, nous avons des jeunes gens, des compatriotes congolais, tout âge confondu, tout sexe aussi confondu, qui ont des talents, des compétences dans tous les domaines, mécanique, menuiserie, électricité, soudure, que sais-je encore. Nous avons mis en œuvre un outil que nous appelons la valorisation des acquis d'expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 5 ans, il fait la mécanique, il fait l'électricité, il est dans un domaine, bref, mais sans être passé par une formation classique, mais il apprend sur l'état. Mais comment faire en sorte que la personne, un jour, puisse quitter l'informel, si on peut dire, pour aller se présenter devant une entreprise. Et nous avons organisé cela aujourd'hui au niveau du ministère de la Justice. Nous avons des jurys là, des jurys de certificats de valorisation des acquis d'expérience. Et comme la problématique c'était au niveau des employeurs qui sont représentés d'ailleurs souvent par la FEC, ANEP, que sais-je encore, d'autres organisations, nous leur avons donné la présidence de ces jurys-là. Ils disons, mais c'est vous qui nous posez les problèmes de l'absence des caméras, c'est à vous, venez apprécier et ça marche bien. Et au moment où je vous parle, si ma mémoire ne me trahit pas, nous avons plus de 22 000 qui se sont déjà inscrits pour commencer. Mais il y a quand même un départ qui a commencé. Nous avons lancé ça à Mbujimaï, nous avons lancé ça Nitete Lebola, nous allons décoller déjà au niveau de l'Ituri parce que nous avons été là-bas, discuter avec le gouverneur pour prendre toutes les dispositions. Récemment, je venais de Lubumbashi pour aller. Et bien, voilà, et toujours, revenant à la question de Blaise, dans notre pays, il y a un problème que j'ai trouvé. J'ai dit qu'il faut trouver il faut donner la réponse. Dans notre pays, chaque fois qu'on parle de la formation professionnelle et métier, la tendance, c'est de croire que la personne n'a pas étudié. La tendance, c'est de croire que la personne a un niveau réduit, il faut lui donner une seconde chance. Et le défi que nous avons voulu démontrer, que le ministère de la formation professionnelle, ce n'est pas un ministère de seconde chance. C'est un ministère qui concerne tous les domaines de la vie. Je dis bien tous les domaines, que ce soit les métiers non qualifiants, les métiers compétents, les diplômés, les licenciés. Et dans le cadre du projet avec le chef de l'État, je vous donne l'indication du grand projet de la République, nous avons dit qu'aujourd'hui, il faut lancer des grands projets qui démontrent que dans notre pays, pour changer la compréhension de la formation professionnelle dans notre voilà, pour dire que quelqu'un peut avoir un diplôme de licence, mais il a besoin de cette formation professionnelle. J'ai dit bien professionnelle. Parce qu'on peut terminer ses études, mais on n'est pas professionnel dans ce qu'on a fait. Il faut lui donner des qualifications. Et dans ce cadre-là, nous avons tenté une belle expérience avec notre partenaire, je peux le citer, MGT. Nous avons créé une académie. J'ai dit académie parce que quand j'arrive au ministère, bon, voilà les choses s'imbriquent, hein. Quand j'arrive au ministère, je trouve tout le centre de formation professionnelle, tout. De manière, il suffit qu'il y ait quelque chose qui se fait dans ce sens-là, on appelle ça centre de formation. Nous avons dit, il faut séparer désormais. Désormais, quand vous arrivez au ministère, pas au ministère, mais dans le monde de la formation professionnelle, aujourd'hui dans notre pays, nous avons catégorisé. Donc vous avez les centres d'apprentissage de métier avec un niveau requis. Vous avez le centre de formation avec un niveau requis. Vous avez les académies de formation et les instituts de formation et les écoles technologiques. Excusez-moi, monsieur le ministre d'État. Académie avec comme finalité de devenir qui? Mais justement, dans l'académie... Ça c'est la première question, vous allez répondre. La deuxième question, aujourd'hui, dans les réalités qui prévalent au niveau de la vie sociétale, il y a des concepts qui prennent corps, notamment le numérique et la transition écologique. Mais je vous ai suivi attentivement, vous n'avez fait nulle part allusion à ça. C'est un oubli ou vous allez parler après? Non, ce n'est pas un oubli. Vous savez que dans notre pays, il y a un centre avec qui je travaille en partenariat. Vous pouvez vérifier ce que j'ai dit. Dans notre pays, nous avons un centre ou des centres, moi j'en connais jusque-là 3, qui forment en numérique et aussitôt que les apprenants terminent, ils sont engagés soit chez Google, soit chez Amazon. Je vous informe. Et nous travaillons avec les gens de ces centres-là, ODC pour ne pas les citer, et nous avons bien entendu, vous comprenez que je suis en train de vous dire qu'il y a une bonne frange des apprenants qui sont déjà dans ces secteurs-là. J'ai parlé des écoles technologiques, c'est-à-dire au-dessus des centres de formation, nous avons mis les académies et des écoles technologiques. C'est justement pour s'occuper de cet aspect-là, de numérique, intelligence artificielle, ingénierie informatique. Transition écologique. Transition, voilà, métier vert, tout ce que vous voulez. Donc c'est dans cette catégorie-là d'école. Mais je parlais de l'académie pour dire que
pour accéder à une académie de formation professionnelle, le niveau bas requis, c'est le niveau de D6. Le niveau de D6 bac chez nous. Et nous avons cette expérience-là. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer la première expérience marche très bien avec notre partenaire à Matadi, où nous avons lancé plus de 40 jeunes, les moins titrés, le niveau G3, qui apprennent des métiers portuaires. Le métier portuaire, c'est-à-dire que tout ce qui va avec les ports, les bateaux, pour ne pas rentrer dans les côtés. Ce sont des métiers qu'on a oubliés chez nous et nous sommes dans une académie. Ce sont l'expérience. Et nous avons également, pour démontrer la perspicacité, le côté, j'avais dit le côté intello de la formation professionnelle qui n'était pas connue dans notre pays. Nous avons lancé également un programme d'infrastructure talent où les jeunes gens, il faut avoir le niveau minimum G3. L'infrastructure talent, nous travaillons avec MGT, avec ADEL, avec MCTC, nous travaillons avec ces gens-là pour lancer les jeunes gens dans les métiers ferroviaires, aéroportières, routiers et, comme je disais, aéronautique ici. Donc, pour démontrer cet aspect-là. Donc, en fait, l'idée, c'est de briser le mythe qui consiste à croire que, je vous dis une anecdote, quand moi j'arrive au ministère, je pose la question, mais dites-moi, en un mot, le ministère ici, qu'est-ce qu'il fait? Et un haut responsable me dit, ce ministère ici s'occupe des enfants de la rue, tout ça. Je me dis, mais c'est pas ça de la formation professionnelle. Voilà, c'est-à-dire, nous avons, aujourd'hui, je crois qu'on est parvenu à faire cela et à donner tous les outils, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une nette démarcation, M. Blaise, pour revenir à vous. Je crois que depuis les premières années d'existence du ministère, il y avait toujours ces conflits-là. Hein, il n'y en a plus aujourd'hui? Non, il n'y en a plus. On est sur la alignée. D'ailleurs, nous travaillons sur les passerelles. Hein. Nous travaillons sur les passerelles entre la formation professionnelle et le ministère de l'Éducation nationale. Et voilà, donc pour dire que maintenant les routes sont très bien tracées. Donc chacun peut prendre sa route calmement. Sandra Niangui, ministre d'État, laissez-nous placer un mot, parce qu'avec vous, c'est pas très évident. Alors, je suis tentée de vous poser cette question-là. Donnez-nous 3 métiers, parce que vous touchez à tout dans votre ministère. Vous êtes dans les mines, maintenant vous parlez des infrastructures, Blaise a évoqué les pétantiques. Alors, donnez-nous juste 3 métiers. Nous pouvons dire, dans les prochaines années, la République démocratique du Congo aura des milliers de spécialistes dans ce métier-là. Non mais, écoutez, 3 métiers, vous mettez en difficulté. Déjà, j'ai trouvé... Vous en avez en quantité industrielle? Non, mais déjà, en termes de premiers référentiels qui n'ont jamais existé dans ces ministères-là, on vient d'en élaborer 167 premiers. Donc, comment vous allez me demander des choses? Mais je vous donne rapidement... Pour que nous soyons des spécialistes, justement. Pour que, voilà, je vais aller rapidement. Rentrons dans le cadre du programme présidentiel, parce que là, c'est vraiment l'actualité. Le programme présidentiel, là, je vais vous dire là, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, il faut prendre. Tout ce qui est lié au métier de mine, il faut le prendre, tout ce qui est lié au métier de mine. Et aujourd'hui, avec nos ambitions, bien entendu, et tout ce qui est... Mais nous sommes atteints vraiment dans le BTP, dans le métier de BTP, parce que nous sommes dans la construction, je sais pas, BTP, ça veut dire bâtiment, travaux publics, hein, donc j'explique déjà. Donc quand vous entrez là-bas, dans tous ces métiers-là, donc moi je donne je dis pas métier, mais je donne en termes de filière, parce qu'en termes de métier, c'est un peu compliqué, mais les 3 premières filières, mais voilà, nous avons l'agriculture qui va venir, donc, mais... Je présente quand même les 3 filières qui me paraissent... Je ne voudrais pas que ce soit quand même... Je voudrais que vous nous dites ici, devant la population qui vous suit, que dans les prochaines années, le ministère de la formation professionnelle, regardez chez moi, je sortirai des milliers d'agronomes. Dites-nous, je voulais que ça soit... Je vous dis droit aux caméras, donc dans les prochaines années, comme vous le dites, le ministère de la formation professionnelle va vous produire les experts dans le métier, dans le filière de mine. Dans les filières, vous avez plusieurs métiers. Dans les filières de mine, vous en aurez dans les filières liées à... Pas vous en aurez, il y en a déjà. Parce que moi, j'ai accompagné avec le CDR Moussala, dans les programmes avec Enabel, nous avons accompagné plus de 949 jeunes. Mais dans l'aspect entrepreneuriat, au moment où je vous parle, il y a 55 PME qui ont déjà vu le jour. Vous pouvez vérifier ça. Et donc, dans le cas je reste dans les programmes présidentiels pour prendre ces métiers. Donc, j'ai dit le métier de mine, j'ai dit dans l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, vous avez l'agroalimentaire, l'agro-business, et tout ce qui peut aller là-bas. Et puis, je mets un accent sur les métiers des infrastructures. C'est incontournable. Nous avons déjà lancé les programmes, c'est à vérifier.
Nous ouvrons le chapitre consacré à la synergie gouvernementale Sondra Niangui. Moment d'échange croisé animé par les deux ministres ici. Alors, une question, un constat, pardon, à Madame Coutinho, la jeunesse et à l'action, les besoins des compétences et la formation pour Monsieur le ministre d'État Ekila s'adresse majoritairement aux jeunes. Je voudrais savoir comment vous travaillez en synergie entre les deux ministères. Non, mais ce n'est même pas deux ministères. Dans notre pays, c'est comme ça que je disais que moi, je suis ministre de la formation professionnelle. Mais le développement de métiers, l'apprentissage de métiers s'est étendu à travers plusieurs ministères. Et dans le cadre du document de la politique nationale que nous avons élaboré, nous avons mis en place un cadre de concertation qui prend d'abord, dans un premier temps, 8 ministères. Vous avez le ministère de la Jeunesse, vous avez les affaires sociales, vous avez gens, famille et enfants, vous avez personnes vivant avec handicap, je crois, culture, et puis nous. Là, ils peuvent développer le métier. Mais professionnaliser le métier, c'est ça la nuance même. Chez moi, on peut, même l'industrie, les PME, vous avez ce qu'on appelle les artisans. N'est-ce pas? Vous avez les artisans. Mais si l'artisan veut se professionnaliser, là, ça devient notre affaire. Comment on travaille en synergie? Effectivement, dans le cadre de la politique nationale, la formation professionnelle que je venais tout à l'heure, qui a sémé la calmie dans les secteurs, c'est-à-dire que nous avons mis un cadre de concertation où nous allons travailler. Et même, je peux m'aller plus, je vais même oublier le ministère de l'Emploi. Le ministère de l'Emploi a un rôle très important dans le cadre de la formation professionnelle. Et même avec eux, dont nous avons finalement comme rôle, c'est de la régulation. Ça veut dire, j'ai accompagné, je crois, 2 ou 3 formations déjà. Le premier, c'était avec les jeunes entrepreneurs. On était à Hilton. Le deuxième, c'est avec Cisco, tout ça. Donc nous accompagnons, en fait, quand ils vont décerner à leur niveau, mais nous allons entériner ces titres-là. Parce que c'est nous qui avons la possibilité, c'est là qu'il y a maintenant la différence entre professionnalisation et non professionnalisation. Vous pouvez apprendre un métier sans être professionnel. Je reviens sur ce qui vous unit, le ministère de la Jeunesse et le ministère de la formation professionnelle. Madame la ministre, qu'est-ce qui vous unit concrètement? Qu'est-ce que les deux ministères ont fait au profit de la jeunesse? Merci beaucoup pour la question, Monsieur Blaise. Alors, vous devez noter une chose importante, c'est que le ministère de la Jeunesse est un ministère transversal. C'est que nous sommes partout, dans le sport, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la santé, mais aussi dans la formation professionnelle. Il a si bien dit, il nous serait impossible d'atteindre certains objectifs si nous avançons seuls. Mais nous devons nous faire accompagner par plusieurs ministères pour atteindre certains objectifs. Je l'ai dit par exemple avec le centre de réinsertion, nous sommes accompagnés du ministère de la Justice. Cela montre la cohésion gouvernementale. Dans ce centre de réinsertion, il y aura aussi des formations. Nous avons besoin du ministère de la formation professionnelle. Cisco, nous avons eu besoin du ministère de la formation professionnelle. Et tout ce qui est lié à la formation professionnelle, s'il y a des jeunes, je ne peux pas avancer seul. Pour un meilleur impact, il faudrait que je puisse avoir un appui de mon collègue du ministère de la formation professionnelle. Donc, on essaye vraiment d'y veiller. Et pour répondre à votre question, c'est vraiment, nous avons eu l'accompagnement surtout par rapport à Cisco, par rapport au centre de réinsertion qui s'en vient. C'est un travail fait ensemble pour avoir un meilleur impact sur les jeunes, auprès des jeunes. Avant de donner la parole à Sandra pour prendre la position de l'assistance, 2 pour le ministère de la Jeunesse et 2 autres pour le ministère de la formation professionnelle. Monsieur le ministre d'État, quelle typologie de relation y a-t-il entre votre ministère et l'UNPP, par exemple, qui relève du ministère du Travail et des Programmes sociaux? Maintenant, il suffit seulement de lire la loi, et la loi portant en cause du travail, et aussi de lire les statuts fixant, les décrets fixant le statut de l'INPP. Je vais dire simplement, ce sont des relations de collaboration qui doivent exister, parce que quand vous lisez les statuts en son article 4.3, il est clairement dit, donc, cette institution qui est un outil conseil de l'État en cette matière-là, et a l'obligation et le devoir de
d'assister et de collaborer tous les ministères, donc avec S, tous les ministères avec S qui ont dans leurs attributions l'enseignement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'INPP est en mesure d'assister les ministères de l'Éducation nationale, les ministères de l'enseignement supérieur et chercheur, les ministères de la jeunesse, le ministère des Affaires sociales et bien entendu nous autres. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Mais revenons à ça, il y a un aspect important que je ne voudrais pas passer sous silence lors de cette... Oui. C'est-à-dire que justement, il joue un rôle important dans la classification des emplois. Et aujourd'hui, au niveau du ministère de la formation professionnelle, que moi je considère en pleine structuration, Donc, on a organisé ce qu'on appelle les épreuves certificatives de fin de formation professionnelle, mais qui jusque-là n'étaient pas prises en compte dans la classification d'emploi en République démocratique du Congo. Désormais, dans le cadre de la cohésion gouvernementale, j'ai approché mon collègue, je pense qu'il pouvait être, si c'est là, je ne sais pas, il est en mission, mon collègue du travail, nous avons relancé la Commission nationale de certification professionnelle. Aujourd'hui, le titre du ministère, j'annonce ça à tous ces jeunes-là, tous les titres qui sont octroyés depuis 2021, aujourd'hui sont rentrés dans la classification. Ça veut dire qu'on peut dire tel titre correspondant à tel emploi avec les incidents sur l'aspect social. Et puis nous avons réuni à cet effet-là, le 15 juillet de cette année, c'était pour la première fois que la République démocratique du Congo fêtait une journée mondiale de compétences solennellement. Une journée instaurée depuis 2014. Ça veut dire quoi? Journée mondiale de compétences, en résumé, c'est-à-dire on incite tous les États membres des Nations Unies de développer des compétences, de conduire les jeunes dans l'entrepreneuriat, d'apprendre les compétences et surtout chaque année d'inaugurer au moins un établissement de formation professionnelle. Sandra, les questions? Donc je disais que nous avons versé 8513 lauréats auprès de l'ONEM aujourd'hui. Si le DG de l'ONEM pouvait vérifier. À l'Office national. Nous avons versé 8513 lauréats. Je parle de lauréats, pas tous les candidats auprès de l'ONEM désormais. Donc ils sont dans la banque des données de l'ONEM. Donc nous avons formé. Là où le besoin se fait sentir, on va recourir à l'ONEM avec leur application. Vous comprenez qu'ils ont seulement formé, ils ont laissé. Oui, donc, à la disposition de l'ONEM. Je disais que la formation professionnelle est une forêt. Nous avons l'aspect employabilité. Vous avez formé. Nous avons l'aspect employabilité. Nous sommes même allés un peu au-delà de nos missions. Nous sommes même allés un peu au-delà de nos missions. Parce que l'ONEM, nous avons un protocole avec lui, mais quand vous regardez les objets, l'objet de l'ONEM, c'est aussi promouvoir cette formation professionnelle. Donc c'est lui qui est chargé. Mais quand vous allez au-delà, il y a chevauchement, non? Il n'y a pas chevauchement. Il n'y a pas chevauchement. Il y a valorisation. Il y a valorisation de la main-d'œuvre congolaise. Monsieur le ministre d'État, revenez avec madame la ministre, synergie entre le ministère de la formation professionnelle et le ministère de la jeunesse. Vous avez en face de vous la même réalité, nombreuses jeunes, pour ne pas dire que la jeunesse, elle est tellement 60% ou madame Grâce, ouais. Alors, pourquoi ne pas travailler ensemble concrètement, c'est-à-dire identifier le jeune, former, et le suivre et l'insérer au fait. La République démocratique du Congo est un pays continent. S'il faut juste couper le ruban et rentrer à la maison, ça ne va pas le faire. Pour essayer de vous répondre, la synergie y est. C'est-à-dire que lorsque je parle par exemple de Cisco, c'est un partenariat que le ministère de la Jeunesse est en tête. Alors, pour bien le matérialiser et avoir un réel impact, le projet a besoin du ministère de la formation professionnelle. Donc, il vient rajouter directement sa carte pour la réalisation de ce projet. Il est possible que dans les années qui viennent et même dans une nouvelle année du gouvernement Soumouna, c'est qu'on puisse avoir des projets communs, mais nous le faisons déjà. Lorsqu'il y a des événements, où il y a des choses qui impliquent des projets, des programmes qui impliquent le ministère de la Jeunesse, directement, il fait recours au ministère de la Jeunesse pour venir appuyer ou rajouter sa pierre à l'édifice. Je pense que le ministère de la formation professionnelle a eu à faire la politique nationale de la formation professionnelle et il a eu à consulter
le Conseil national de la jeunesse, il a eu à consulter le ministère de la jeunesse. C'est que la synergie se fait. On ne peut pas essayer de dire ou montrer qu'il n'y a pas de synergie parce qu'on ne s'assoit pas sur une même table et on n'a pas les idées au même moment. Non, non, non. C'est que dès l'instant où le ministre de la formation professionnelle a besoin du ministère de la jeunesse, il fait appel au ministère de la jeunesse. Dès l'instant où le ministère de la jeunesse avance dans un projet qui doit impliquer le ministère de la formation professionnelle, le ministère de la jeunesse fait appel au ministère de la formation professionnelle. Donc, la cohésion y est. Nous avançons. Lorsque chacun doit rajouter sa pierre à l'édifice, on le fait parce que c'est quelque chose qui compte vraiment pour le chef de l'État, l'unité au sein du gouvernement, qui compte aussi pour la première ministre, l'unité au sein du gouvernement et qui compte aussi pour nous-mêmes. Parce qu'il est impossible pour un homme de bâtir seul. Il faut qu'il puisse bâtir avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qu'on veille véritablement et on avance dans cette cohésion-là. Madame, je suis tenté de vous demander si vous avez des moyens et pour faire la politique de ce que vous êtes en train de réaliser. J'ai envie de dire que la grâce de Dieu nous accompagne. Mais comme j'ai ma casquette de ministre de la jeunesse, je dirais que nous avons, le ministère de la jeunesse est accompagné vraiment par la première ministre et le président de la République. Et nous nous battons, malgré le peu que nous pouvons avoir, à pouvoir au moins emmener un impact dans la vie des jeunes. J'ai entendu un de mes frères qui me rapportait que un jeune disait que chaque semestre, le ministère de la jeunesse touchait 20 millions de dollars. J'ai dit que Dieu le fasse. Parce que c'est quelque chose qui... En fait, le grand problème entre ce que nous voyons et la réalité, il y a une grande différence. Chaque ministre se bat pour apporter un impact auprès de notre peuple. Nous nous battons à notre niveau afin d'emmener des résultats auprès de la jeunesse congolaise. Je pose la même question. Vous avez terminé, madame? Je vous en supplie. Oui, bon, vous avez prêt à poser la question. Donc je pose la même question au ministre d'État. Vous faites la politique de vos moyens ou vous avez les moyens pour faire votre politique? Mais permettez que je revienne à la question de... Allez-y, allez-y. Avant d'atterrir à la vôtre. Allez-y. Voilà, je voulais tout simplement rappeler, excusez-moi pour le terme que je vais utiliser, qu'il n'y ait pas assez d'amalgame, parce que administrativement, il y a un principe simple qui est connu, les compétences et l'attribution. Donc je ne peux pas, moi, comme ministre de la formation professionnelle, exercer les compétences du ministère de la Jeunesse. Mais est-il que, comme nous l'avons dit, il y a ces cadres, d'ailleurs nous avons des commissions. Sur le plan de l'organisation gouvernement, il y a des commissions, des sous-commissions, des cadres de concertation. Madame Grace Coutinho, la ministre de la Jeunesse et moi retrouvons dans la commission socio-culturelle. Déjà à ce niveau-là, nous sommes à mesure d'harmoniser nos vues, d'harmoniser nos programmes, et puis l'accompagnement, le cadre de concertation, il est là, et puis il y a l'accompagnement qui est là. Et puis le ministère de la Jeunesse, moi j'aime dire, mais c'est le ministère autour duquel tourne toute l'action du gouvernement. L'enseignement, l'emploi, l'entrepreneuriat, que sais-je encore. La formation. La formation, l'enseignement, tout ça, ça tourne autour de la jeunesse. Mais revenons aussi sur... nous nous battons. Donc moi je disais qu'aujourd'hui dans notre organisation, architecture gouvernementale, ou dans la sous-composition, le ministère de la formation est mis dans les sous-secteurs éducation. Nous avons produit un document de politique nationale pour trouver des financements innovants. Donc quand vous aurez l'opportunité de mettre la main dans ces documents-là, vous allez trouver tout ce qui est prévu comme mécanisme pour le financement innovant du secteur de la formation professionnelle. Et je sais qu'avec ces documents-là, et les jours qui suivent, ce sera très heureux. Et en attendant, dans notre pays, nous avons une loi. Il n'y a pas que l'État qui peut tout financer. Il n'y a partenaires aussi. Il n'y a pas que l'État qui peut tout. Dans notre pays, nous avons une loi sur le partenariat public-privé. Pour moi, c'est un outil par excellence. Les PPP. Oui, pas un outil. Moi, la plupart d'activités, je m'appuie sur les partenaires. Je ne le regrette pas. Dès lors que c'est une loi, c'est une norme dans notre pays. On le fait, mais le gouvernement essaie. J'ai dit, voilà ce que le gouvernement va mettre tous les centres, les 108 structures de formation. Mais ça sera construit
essentiellement par le gouvernement de la République. Mais dans l'entêtat, cela ne nous empêche pas de voir, par exemple, moi je suis en train de mettre en place une vaste politique pour voir avec toutes, j'ai dit, répondre à la question de Madame Sandra, pour mettre toutes ces sociétés minières-là. Et ils doivent nous construire des centres de formation chez nous. En parlant de cela, mais excusez-moi, je vais dire, mais c'est ma meilleure réalisation. Quand j'arrive au ministère de la formation professionnelle, lors du conseil des ministres du 11 juillet 2025, j'ai la date, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Vous parlez sous contrôle du ministre de la Communication? Sous contrôle du ministre de la Communication. Oui. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait envoyé même la capsule. Là. Donc le 11 juillet 2025, dans sa communication, le président de la République a dit qu'il a fait le même constat, que nous avons une carence de main-d'œuvre, une carence de masse. Dans la ville ici, il y a des étrangers qui font la peinture, les travaux réservés essentiellement aux Congolais. Alors, le président dans ce conseil des ministres l'a dit, désormais en République démocratique du Congo, il faut intégrer systématiquement la formation professionnelle dans le métier structurant. Ça veut dire qu'il faut dégager une quotité pour construire les centres, il faut dégager une quotité pour financer la formation. Voilà pourquoi je vous dis que dans les documents, nous avons pensé à ces financements innovés pour booster davantage les secteurs de la formation professionnelle. Sandra, on prend une question du public. Oui, justement, cet exercice de redevabilité n'inclut pas seulement les membres du gouvernement, mais aussi le public. On peut prendre une question. Il y a deux pour la jeunesse. D'abord, ils doivent se professionnelle. manifester. Une question pour le ministre de la formation, le ministre d'État à la formation professionnelle. Une autre pour le ministre de la jeunesse. Oui, monsieur, avancez, posez votre question. Soyez vraiment direct, pas trop de discours. Vous avez 30 secondes pour la question et vous dites à qui vous la posez. Je suis monsieur Joël Moukouna. Très bien. De l'Institut de compétences professionnelles de l'AFPJC, ICPA en cycle. Ma question s'adresse à son Excellence Maître Marc Ekila Likombo, ministre d'État, ministre de la formation professionnelle. Excellence, nous apprécions les initiatives que vous prenez, ainsi que la nouvelle visibilité que vous donnez à ce ministère. Nous avons même l'impression que ce secteur est devenu incontournable. Alors voici ma question sous deux volets. Le premier volet, quel est le bâton magique que vous utilisez pour faire en sorte que ce ministère soit au centre des préoccupations nationales, susciter autant d'intérêt? Et le deuxième volet de ma question, c'est que comptez-vous faire pour pérenniser cette dynamique en sorte qu'elle apporte des résultats durables pour les jeunes et pour le développement de notre très cher et beau pays, la RDC? Monsieur le ministre, vous répondez directement. Comme je n'ai pas de stylo, je peux... Ouais, Allez-y. Mais écoutez, le bâton magique, je te rassure que je suis chrétien à fond. Et madame la pasteur peut confirmer cela. Il m'arrive des fois de lui donner certains versets pour m'expliquer avant le conseil. Donc je n'ai pas de bâton magique. Mais j'ai dit que je suis parti, merci pour la question, je suis parti du constat fait par le président de la République lui-même lors de son premier discours sur l'état de la nation. J'avais déjà rappelé cela. Donc je crois que c'est à cela. Et puis, un jour, j'accompagnais la première ministre au Japon. Au mois d'août de l'année passée, j'ai accompagné la première ministre au Japon. On échangeait avec le député japonais. Je vais dire, la réponse, je crois, c'était ce que j'avais dit ces jours-là. Vous savez, dans le monde entier, quand on parle du Japon, vous serez d'accord avec moi aujourd'hui, tout le monde pense à la technique, à la technologie, à une main-d'œuvre compétente. N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, tous les pays émergents, Dubaï, Chine, Singapour, tout ça, on ne peut pas émerger quand vous n'avez pas une main-d'œuvre compétente. Moi, j'aime illustrer ça dans le domaine de BTP, bâtiments, travaux publics. Vous pouvez avoir des ingénieurs civils, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir des architectes, tout ce que vous voulez. Mais quand vous n'avez pas le maçon là, votre plan là, vous l'exécutez comment? Donc c'est cette conscience-là, partant du discours du chef de l'État, qui a fait que nous disions cela. Parce que vous avez présenté, je crois, IPCA. C'est un institut privé que j'ai découvert. Je disais tout à l'heure que j'avais trouvé des meilleurs instituts qui étaient déconnectés du ministère. Mais là, par exemple, on forme les jeunes en photovoltaïque. Regardez un pays comme la République démocratique du Congo. Si nous avons autant de compétences en matière de photovoltaïque, je crois que même la problématique de la SNEL
hein, s'atténuerait au niveau de nos provinces. Et donc, c'est ça. Mais qu'est-ce que je compte faire pour pérenniser? Mais j'ai pensé d'abord, la première des choses, c'est que nous avons produit un document de politique nationale de la formation professionnelle qui a une durée de vie de 10 ans. Je pense que ça va rester un outil de référence, mais aussi, quand j'arrive au ministère de la formation professionnelle, j'ai trouvé un ministère avec 2 cadres organiques qui cohabitent. Donc, il fallait prendre un cadre organique qui répond, qui correspond aux assignations nous données par l'ordonnance fixant les attributions. Nous avons été également obligés de révisiter ces cadres organiques-là. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les directions qu'on a mises sur place et qui correspondent à la vision du développement et du chef de l'État et du gouvernement, je pense que tous les 2 instruments mis ensemble, ça pourrait quand même. Et puis il y a la jeunesse. Nous avons décidé de mettre la jeunesse, comme on dit là, nous avons les Congolais, les jeunes Congolais qui ont suivi des formations des niveaux très élevés au Maroc. J'ai plaidé, j'ai eu l'occasion de remercier le chef de l'État, j'ai plaidé en plein conseil pour que ces jeunes soient rapatriés. Eh bien, ils sont rapatriés. Tous sont engagés aujourd'hui, les jeunes sont engagés dans l'administration du ministère de la formation publique, de la formation professionnelle, pardon, bien entendu avec l'aide du ministre de la fonction publique qui leur a octroyé des numéros matricules, justement pour que cette politique qui est mise en place puisse demeurer des années. Je crois qu'il n'y a que ça. Une deuxième question au ministre de la formation professionnelle. Non, plutôt au ministre de la Jeunesse, tiens. On ne termine pas par... Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que la deuxième question sera la question transversale. Ok, au ministre de la Jeunesse alors. Merci beaucoup, Excellence. Moi, c'est M. Raja Rémi Mamba, conseiller à l'ambassade de la jeunesse. Il est dit que la population congolaise est représentée à 70% par la jeunesse. Et ce qui a été constaté ici, c'est que le ministère de la Jeunesse et éveil patriotique peine à pouvoir subvenir aux vrais besoins de la jeunesse. Ici, je veux toucher l'entrepreneuriat, je veux aussi parler de l'accès au financement. Et ma question est celle de savoir, est-ce que le problème est-il lié aux attributions que vous avez ou le problème est lié à l'enveloppe qui vous est dédiée? Merci beaucoup, Excellence. Merci énormément pour la question. Alors, dans votre question, il y a aussi d'un côté la réponse. C'est que comme je le dis ici, le ministère de la Jeunesse n'est pas le ministère le plus riche. Par la foi, je ne dirais pas le ministère le plus pauvre. Mais je dirais que ce n'est pas le ministère qui a le plus grand budget. Mais bien au contraire. Mais comme l'a dit le ministre de la formation professionnelle, grâce à certains partenaires, certains partenariats, cela nous aide à essayer d'emmener certains résultats. Par exemple, avec la formation au métier du numérique, Cisco et Cibation, ce genre de formation ne demande pas systématiquement de l'argent, ne demande pas systématiquement un budget que l'État doit sortir. Mais cela nous permet à emmener un certain impact dans la vie de ces jeunes-là. Mais il faudrait noter, par exemple, comme vous l'avez dit, vous citez l'entrepreneuriat, vous citez le financement. Il y a un jeune, par exemple, qui est en train de me suivre et en train de compléter votre question et cite, par exemple, le chômage. Il faut se le dire qu'en un an, le ministère de la Jeunesse ne peut jamais résoudre le problème lié au chômage, au financement des jeunes, à l'entrepreneuriat. Par exemple, la question du chômage, c'est un problème qui nécessite un investissement, qui nécessite plus de temps et qui nécessite aussi une action de plusieurs ministères pour répondre à cette question-là. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement le ministère de la Jeunesse, parce que j'ai comme l'impression que ce poids-là est retombé sur le ministère de la Jeunesse. Que le ministère de la Jeunesse donne de l'emploi, le ministère de la Jeunesse donne des financements, le ministère de la Jeunesse donne l'entrepreneuriat, mais le même ministère de la Jeunesse, vous le savez mieux que moi, n'a pas le budget qu'il faut pour répondre à toute la jeunesse congolaise. Mais par des partenariats, par l'accompagnement de certains ministres, nous essayons d'emmener des résultats et emmener quelque chose. Alors, le problème, le budget n'y est pas. Pourtant, nous gérons 70% de la population, qui est la plus grande force démographique du pays.
Mais malheureusement, nous n'avons pas le budget qu'il faut pour répondre à toutes les questions, toutes les difficultés que la jeunesse congolaise fait face. Mais nous battons. Le président a misé et investi sur la jeunesse congolaise. Donc, nous sommes dans l'obligation de relever ce défi. Nous nous battons. Nous faisons des partenariats. Nous nous sommes accompagnés par d'autres ministères qui essayent aussi de rajouter leur plus pour avoir un impact auprès des jeunes. Et je crois que d'ici quelques temps, comme je l'ai dit, le ministère de la Jeunesse n'est plus à l'étape d'encore placer des programmes, mais de bâtir sur ces programmes-là pour emmener des résultats. Concernant le financement, nous travaillons étroitement avec le FSPEJ qui a déjà financé des projets de jeunes lors du village des opportunités à Kinshasa, l'ont fait encore à Lubumbashi et nous sommes en train de dupliquer ces programmes-là. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes, tous les problèmes auxquels les jeunes font face, mais notre objectif, c'est d'emmener petit à petit, répondre petit à petit à quelques difficultés. Concernant le financement, nous avançons avec le FSPEJ qui est même dans la formalisation. Ils sont en train de formaliser les jeunes qui sont dans l'informel afin de pouvoir être légitimes au financement, avoir des accompagnements. Donc, nous sommes en train de nous battre et je crois que avec la confiance que nous avons du président de la République et de la première ministre, mais aussi l'accompagnement de Dieu, nous pourrons emmener des plus grands impacts dans les temps qui viennent. Encore une autre question au ministre à la ministre de la Jeunesse. Comme ça, on termine ces côtés-là. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, veuillez recevoir mes civilités. Je suis l'honorable parlementaire des jeunes, Victoire Bimpeka Bongo. De prime abord, Excellences, je tiens à saluer vos efforts au nom du Parlement des jeunes de la RDC, présidé par l'ambassadeur Hussein Goindala. Excellences, nous sommes témoins depuis le début de votre mandat des multiples actions que vous avez posées, notamment le village des opportunités ainsi que la campagne Parlons patriotisme et civisme. Seulement, Excellences, les jeunes se posent la question. Quel est le changement concret que vous voulez apporter dans la vie des jeunes? Merci. Merci beaucoup, grande dame, pour le très beau français, mais aussi pour la très belle question. Alors, le changement concret que je veux, c'est le changement que le chef de l'État veut. C'est qu'une jeunesse qui bâtit dans son propre pays, une jeunesse qui a accès au financement facilement. Dans le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, nous sommes en train de lutter afin que cette demande de 5 ans d'expérience avant d'être employé dans un endroit puisse être éradiquée. Nous sommes en train d'avancer dans la vision du président de la République. Et comme le chef de l'État, je rêve d'un Congo où les jeunes se sentiront chez eux. Ça veut dire qu'ils pourront investir dans leur pays. Ça veut dire qu'ils auront la facilité d'avoir accès au financement, de pouvoir facilement être formalisés, de pouvoir être accompagnés, de pouvoir devenir des chefs d'entreprise et même arriver à un niveau où ce sont les jeunes, parce que je parle pour les jeunes, je suis désolée, ce sont les jeunes qui eux-mêmes peuvent créer de l'emploi pour pouvoir employer d'autres jeunes. Vous savez, lors du village des opportunités à Lubumbashi, il y a quelque chose d'impressionnant qui se passe et moi qui m'a marqué. Il y a un jeune qui reçoit un financement, je pense que sur les réseaux sociaux, vous avez eu à le voir, un financement de 10 000 $. Lorsqu'il reçoit le financement de 10 000 $ pour son projet, il n'a pas pris ce financement-là pour aller d'abord investir dans son projet. Papa Blaise, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Je le dis en lingala pour vraiment vous comprendre parce que c'est marqué. Allez-y. Azui 10 000 $ wana a financé un projet à un jeune au Bazala qui n'a village opportunité. Il a pris de son argent. Donc quand il a reçu 10 000, il a dit je ne vais pas manger cet argent-là. C'est sûr, il y a des vidéos. Il a pris ces 10 000 $, il a pris tel jeune, il a financé, a payé 2 000. Oh, il a payé. Donc, il ne calcule pas le présent. Il se dit, si je peux financer ces 10 000, bénéfice est Rosala combien? Ce qui oyo, eza 2 000, projet n'a financé 2 000. À quoi sanga retour koleka 2 000. Oh,
Et ce jeune est sorti sans les 10 000, mais il a financé sur des idées. Et ça, c'est juste impressionnant. Et l'objectif, ce n'est pas seulement d'attendre que l'État puisse créer de l'emploi, mais nous-mêmes, nous avons la responsabilité, à notre niveau, en tant que jeunes, entrepreneurs, nous avons nos startups, etc., de créer nous-mêmes aussi de l'emploi. Quand j'ai mon business, que je puisse employer mon frère ou ma soeur, cela aussi contribue à l'économie de notre pays. Pourquoi seulement attendre le ministère de la Jeunesse? Pourquoi seulement attendre le ministère de la Formation professionnelle? Pourquoi seulement attendre que l'État puisse créer de l'emploi? L'État crée de l'emploi, mais nous aussi, à notre niveau, lorsque nous sommes entrepreneurs, hommes d'affaires, chefs d'entreprise, nous pouvons aussi créer de l'emploi. Et ça, je crois que si nous commençons à réfléchir de cette manière, nous allons commencer, je n'ai pas dit nous allons totalement, mais commencer à résoudre certains problèmes auxquels nos jeunes, parce qu'encore une fois je parle de mes jeunes, auxquels nos jeunes font face. Voilà, l'exemple de ce jeune-là est à pasticher. Dernière question au ministre d'État en charge de la formation professionnelle. Dernière question. Merci, Excellence, de m'accorder la parole. Je réponds au nom de Stéphanie Idolo, une hôtesse d'accueil à Délicatesse Training. Ma question au ministre de l'État, ministre de la formation professionnelle, est la suivante. Est-ce que l'État pense-t-il à construire aussi ses propres centres? Si oui, quand y a-t-il de moyens à votre disposition pour ça? Car sans le centre de formation, surtout de l'État, il n'y aura pas la formation professionnelle, même si nous savons qu'il y a de centres privés pour la formation. Merci. En rapport avec les centres de l'État, je crois que le ministre d'État en a parlé ici, mais vous pouvez quand même répondre à la question merci qui vous a été posée. De l'école Délicatesse, bon ça c'est la catégorie de centres. J'ai lancé une série de formats de métiers. En rappel avant de répondre, ça me revient à l'esprit. J'ai en partenariat, parce que c'est un outil de gestion, en partenariat lancé dans ces pays une académie de formation au métier cinématographique. Ah, vous êtes entré dans le cinéma? Je vous ai dit la formation professionnelle c'est partout. Ok. Sauf nulle part. Et c'est un domaine qui nous concerne. Hein? Merci beaucoup. Ok. Donc avec eux, nous avons lancé ce que j'appelle dans le métier portuaire. Quand vous allez dans l'avion, je suis un ancien ministre des Transports, j'aime dire que l'aviation, c'est tout sauf l'avion. Parce que les gens ne voient que l'avion, mais tout ce qu'il y a tout autour, personne ne voit pour que l'avion décolle. Et ça, c'est le cas, par exemple, des personnes navigants que nous venons de lancer pour autant de compétences. Mais j'ai parlé de la politique que nous avons mise en place, qui est repris dans le cadre du programme présidentiel. Je reprends rapidement. Donc, 26 instituts modernes de formation, dans raison de 1 institut par province, et puis 3 centres modernes d'apprentissage de métiers par province. Ça fait 108, donc 78 plus 26, ça fait 104. Et j'ai dit, les 3 premiers sortent déjà des terres ici à Kinshasa. Il y a même un à Mbujimaï avec nos partenaires qui se font. Mais je voulais quand même... il a parlé de moyens. Les moyens, oui, mais quand le programme présidentiel est financé, nous avons la première tranche de moyens qui est déjà sortie, ce n'est pas un secret, qui est déjà dans la ligne budgétaire, c'est 50 millions de dollars pour la première année. Et nous avons 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est la formation professionnelle, et suivi de l'entrepreneuriat, et puis de l'emploi des jeunes dans le cadre du programme. Mais puisque je parle de l'emploi, je voulais quand même, dans le cadre de la cohésion gouvernementale... Un peu plus vite, Excellence. Je voulais quand même... vers la fin de... Le gouvernement, vous parlez de la cohésion gouvernementale, c'est important, le porte-parole du gouvernement est là. Le gouvernement, nous avons aussi un problème d'information auprès de nos jeunes. Le président de la République et son gouvernement ont fourni beaucoup d'efforts pour mettre à la disposition de la jeunesse, c'est-à-dire je parle comme gouvernement, un certain nombre d'outils. Vous aviez le FSPJ, dont le DG est dans la salle, qui finance les projets des jeunes. Vous avez FOGEC, vous avez ANADEC, vous avez APROSEM, vous avez même la RESPE. La liste est longue. La liste est longue. Oui. Donc là, ce sont les outils.
Parce qu'il ne faudrait pas qu'on sorte d'ici en disant que le gouvernement ne fait rien pour les jeunes. Non, il y a les outils qui sont à la disposition de la jeunesse. Maintenant, c'est question d'avoir l'information par les jeunes. Au sorti de la table ronde, mais nous avons eu des résultats, table ronde présidentielle toujours, qui nous a conduit au programme présidentiel. Mais nous avons eu tout un panel pour donner autant de facilités aux jeunes, notamment dans la création d'entreprises. Ce sont des choses qui existent. C'est-à-dire, l'idée c'est de savoir que veulent les jeunes. Les jeunes veulent tout simplement aller dans la fonction publique ou veulent entreprendre ou veulent autre chose. C'est ça aussi un autre débat qu'on ne va pas ouvrir ici. Moi, je voulais vraiment faire cette précision. Et j'ai dit ici, dans mon ministère, il y a Enabel, pour vérifier le CDR Moussala, il y a 55 entreprises déjà créées sur 95 jeunes accompagnés. Et donc, le problème aussi, c'est le manque d'information qui pose aussi cette difficulté-là au niveau de... Mais voilà ce que je pourrais compléter comme gouvernement. Très bien. Alors, on commence par Madame la ministre ou le ministre de la Jeunesse. Vous regardez la caméra qui est juste devant vous et pour vous adresser à la jeunesse en prenant un engagement alors ferme envers le peuple congolais pour l'année à venir. Vous regardez cette caméra. C'est là où se trouve la caméra humaine. Oui. Chers jeunes Congolais de la République démocratique du Congo, le chemin est encore long, excusez-moi, et nous croyons que nous sommes qu'au début. Nous sommes en train de bâtir, et le chef de l'État, son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que la première ministre Madame Judith Suminwa Tuluka, comptent et ont investi sur la jeunesse congolaise. Croyons en notre potentiel, croyons en notre avenir, et je vous promets de continuer à me battre pour les faveurs et les opportunités en faveur de la jeunesse congolaise. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse toute la jeunesse congolaise. Nolo baningala. Bilenge nyonso ya mboka na biso. Nayebi que makambo ekozala pasi, mais bozala na kondima. Que mokonzi ya mboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que maman Nabiso, chef du gouvernement, maman Judith Suminwa Tuluka, bazo tia nyonso en place pour que biso bilenge to se retrouver na mboka na biso. Bobanga te, bondima, pe bozala na kondima que atandele na mboka na biso toko se retrouver. Nga molobeli na bino, o bozo benga ya ba jeune, naza awa pona bunda pona bino, pour que ba ane o ezoya na mboka na biso ba financement ekoma facile, ba kozwa musala ekoma pe facile, ba senga bino biloko ebele te, chef de l'État yemoko azo porter yango alingi que bo se retrouver na mboka na bino. Nzamba pambola bino, nzamba batela bino, to continuer tozala musika corruption, musika violence, nanzela ya malamu tokokoma kaka. Merci beaucoup. Même exercice au ministre d'État en charge de la formation professionnelle, mais cette fois-ci, c'est la caméra qui est utilisée par un homme, les caméramens. Oui. Voilà. Ça, je m'adresse et aux jeunes et au monde de l'emploi dans son ensemble. La République démocratique du Congo, à travers le président de la République, le gouvernement ainsi que notre ministère, nous sommes engagés à développer des compétences requises et des compétences exigées qui correspondent aux besoins de développement économique de notre pays. Je lance ici donc un appel à tous nos jeunes, comme je disais, tout c'est fait pour les jeunes, pour que nous regardions les choses autrement, pour que nous cessions de croire que la formation professionnelle, c'est pour les gens qui ont raccroché au cycle scolaire classique, mais c'est une affaire de tout le monde. On ne peut pas prétendre accéder à l'emploi dès lors qu'on n'a pas de compétences requises. Mon ministère s'est engagé et s'emploie déjà, et s'est employé d'ailleurs suffisamment, à répondre à cette problématique de l'inadéquation formation-emploi
pour que dans les jours qui viennent, nous parlons de l'adéquation, formation, emploi. Notamment, un des outils, parce que nous devons aller graduellement, un des outils mis à votre disposition, c'est ce que j'ai appelé ici la valorisation des acquis d'expérience. Maman Stanio surtout Bozan Ekshasa, où Boyebi Misala ya Maboko ya bien, mais Tilelo, donc Ezate, Boya na ministère, jury Ezali, beaucoup de spécialistes, jury Ezali, ce que jury na yo bien, pour qu'on a trois côtes, vous expliquer bien mon boleka. Au papier na yo, commis combo na yo, désormais na diplôme na yo ana, yo muto banga ka onem parce que moi l'outil de travail c'est l'onem. Yo muto banga ka onem, aux diplôme na yo ana, OK ko se déclarer na onem, aux kratwana au komina porte ya ngana bi anti chambre ya musala. Biso ba programme ezayebele avec le président de la République na gouvernement de développer un programme pour l'élo besoin misala, le programme Grand Inga où nous avons en 8 ans, il est attendu 3 millions d'emplois de métiers. Et avec le programme ADPI, Tozo Bunda, pour Totonga Académie de métiers na Inga. Donc, ils ont anticipé sur le métier. Dans le corridor, il y a l'obito, Borozoa Misala. Et donc, Binonyo Sotu Boya, Koyekola, Misala. Et puis, ce que dans le Misala, ils ont Misala à beau côté. La formation et entrepreneuriat, Ezali est belé. Donc, l'avenir du Congo, c'est les compétences. Le développement du Congo aussi, c'est les compétences. C'en est fini, Sonra. C'en est fini. Bon, merci beaucoup, monsieur le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, pour vous être livré à cet exercice de redevabilité. À vous aussi, madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, parce que se livrer à une telle, je dirais pas vindicte populaire, mais c'est un bel exercice de redevabilité. À vous aussi, très cher public, merci de participer. Vraiment, ça nous a aidé à changer quand même la façon de faire les choses. Cette interaction-là, on a aimé ça. Blaise Bokokia, on va clôturer pour la prochaine. D'autres membres du gouvernement passeront ici pour le même exercice. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans d'autres panels prochainement. Merci et au revoir. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale.